Je suis absolument ravie d'accueillir l'association ProAnima comme sponsor de ce podcast grâce au soutien de la Fondation Le Marchand pour l'équilibre entre les hommes et la Terre. Et aujourd'hui, c'est pour vous parler du prix Éthique Science. Créé par le comité scientifique ProAnima, le prix Éthique Science récompense la recherche non animale et les méthodes alternatives pour répondre aux grands enjeux de santé contemporains. Car saviez-vous que l'expérimentation animale concerne presque tous les domaines de la vie quotidienne, comme les médicaments, les cosmétiques, les produits d'entretien, bref, c'est partout. Et ces produits doivent être mieux évalués, non plus sur les animaux, mais grâce à l'avancée des technologies et des connaissances, avec des méthodes alternatives comme les organes sur puce, les recherches in silico par ordinateur, la biologie cellulaire et moléculaire ou encore l'intelligence artificielle. Un grand bravo à ces pionniers de la recherche et aux candidats du prix Éthique Science. Retrouvez ProAnima sur leur site proanima.fr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. On a toutes et tous déjà vécu ces moments. Un sentiment de gêne qui s'installe dans une conversation un peu molle ou folle, une frustration qui naît lorsqu'on a l'impression que notre message n'est pas bien passé, un sentiment intense de perte de temps après un échange, ou juste l'attente impatiente qu'une discussion prenne fin pour que nous puissions reprendre enfin le cours de notre vie. Toutes ces situations sont aujourd'hui malheureusement considérées comme normales, comme faisant partie du jeu. Or, nos communications pourraient devenir significativement meilleures si on utilisait les bons outils. Pour mon invité du jour, il est même temps de passer à la prochaine étape de l'évolution de la communication humaine, à la conscience dynamique, comme il l'appelle. Doctorant en neuropsychologie et en psychologie clinique, il a été athlète de haut niveau avant de partir faire le tour du monde en utilisant la communication humaine comme moyen de survie principal. Il donne aujourd'hui toutes les clés pour comprendre la communication interpersonnelle et la rendre meilleure dans son livre « Je suis un chercheur d'or ». Partons donc en quête de ces graines dorées avec Guillaume Dulude. Bonjour Guillaume et bienvenue. Merci, je suis content d'être là. Alors, c'est quoi être un chercheur d'or et quel est cet or que l'on cherche en soi et surtout chez les autres? Je dirais que c'est le... J'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais je vais quand même l'utiliser, le potentiel, la notion de potentiel. Et pour moi, le potentiel, c'est des ressources qu'on porterait en nous et auxquelles il faut accéder, en fait. Et c'est cet accès-là qui est difficile. Et pour moi, la communication, c'est la stratégie qu'on utilise pour accéder à des ressources personnelles, d'une part, des ressources relationnelles, c'est-à-dire que la relation est une forme d'énergie, selon moi. Et donc, comment bâtir cette relation-là, qui est une autre préoccupation. Et finalement, comment tu utilises toutes ces, je dirais, cet art-là, ce potentiel-là pour créer du mouvement. Donc, c'est-à-dire la translation de ce potentiel-là d'énergie vers un objectif commun, qui est ultimement ce qu'on recherche à faire. Et comment en es-tu venu à t'intéresser à la communication interpersonnelle? Comment t'es devenu un chercheur d'or? Je pense que ça remonte un peu à mon enfance. J'étais un enfant très anxieux. J'étais très préoccupé à l'idée de ne pas avoir d'amis quand j'étais petit. J'étais très préoccupé par le fait de ne pas être inclus, le fait d'être rejeté, le fait de ne pas me sentir assez aux yeux des autres, et ça me gardait dans une espèce de loop anxieuse qui me gardait constamment dépendant des autres. Et j'étais pas capable de m'affirmer, j'étais pas capable de faire des demandes, j'étais pas capable de prendre ma place. Ça fait partie de ma personnalité de base. J'étais insécure. J'étais un enfant qui était sensible. Et donc, il a fallu que je sois accompagné en premier par mes parents, ma mère, en l'occurrence, qui m'a poussé à parler à mes amis, m'affirmer, poser des questions, lever la main dans la classe. Donc, toutes les formes que je dirais d'exposition sociale. Et c'est important, cette notion-là d'exposition sociale, parce que on retrouve exactement les mêmes variables en tant qu'adulte. Donc, il y a toujours la notion d'exposition et il y a un prix à payer pour l'exposition, c'est-à-dire que tu donnes des armes à ton environnement pour te juger, ce qui est normal.
Donc, l'évitement de ce jugement-là te garde complètement inhibé. Donc, ça te rend impuissant dans le monde. Donc, c'est un peu comme ça que je me sentais en étant enfant. Et progressivement, bon, je me suis amélioré et j'ai commencé à faire des présentations orales. Je travaillais très fort sur mes textes et il a fallu que je travaille beaucoup en préparation. Et donc, j'ai été un peu martelé à cette exposition-là sociale jusqu'à ce que ça s'améliore et que je prenne confiance en moi dans ma capacité à transformer mon environnement, je dirais avoir un impact sur mon environnement, être fier de moi, être bien dans ma peau. Et je pense que ça continue à évoluer, c'est-à-dire, OK, mais j'étais pas le seul enfant à vivre ça d'une part, et j'ai remarqué très, très rapidement que les adultes vivent l'équivalent sous forme adulte de ces enjeux-là. Donc, quelles sont les conséquences de ces enjeux-là? Bien, il y en a beaucoup. Et ce sont des conséquences qui sont assez graves sur le plan psychologique parce que ça inhibe ta capacité à créer des relations, ça inhibe ta capacité à régler des conflits, à adresser un conflit, à adresser des sujets qui sont importants, qui méritent d'être discutés. Ça augmente l'anxiété puisque ça crée de l'évitement, donc l'évitement de personnes, l'évitement de sujets anxiogènes. Et tout ça a des conséquences absolument désastreuses pour les humains. Donc, j'ai voulu m'intéresser à la psychologie humaine en général, puis les facteurs psychologiques qui font en sorte qu'une communication ou une relation interpersonnelle fonctionne, se développe. Et j'ai jamais arrêté de poursuivre cet intérêt-là. Vraiment, j'étais obsédé par ça. J'ai toujours, et je le suis encore, obsédé par ça. Et c'est ce qui m'a amené à voyager, regarder particulièrement quelles sont les variables partagées par les humains. Parce que oui, les humains ont des différences entre les groupes et de façon individuelle, mais à part ces fameuses différences-là qui sont facilement notables, mais il y a beaucoup plus de choses communes qui sont implicites, qu'on ne voit pas parce qu'on les prend pour acquis. Et c'est sur ces éléments-là communs qu'il faut se concentrer. Tu le disais, tu as beaucoup voyagé, je le disais aussi en introduction, et tu te définis même un peu comme l'Indiana Jones de la communication. C'est pas moi qui ai dit ça. Ah, on te définit alors comme l'Indiana Jones de la communication. Oui. Ce qui, ma foi, peut un peu fonctionner par rapport à ton parcours et au fait que tu aies beaucoup voyagé, oui. Notamment dans des terres où très peu voyagent. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de cette notion, de cette définition comme un Indiana Jones? Ben, ça me fait rire parce que les médias trouvent des parallèles. Hein. Il y a beaucoup de notions de marketing là-dedans. Puis c'est correct, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça. C'est pas quelque chose que moi je dirais moi-même, mais je comprends l'idée parce que bon, Indiana Jones, c'est le personnage se pose des questions. Donc avant qu'il se retrouve là, dans un autre pays en train de poursuivre une mission, il est passionné, il lit des livres. C'est quelqu'un qui est scolaire à la base. Mais ce qui est intéressant d'Indiana Jones, c'est qu'il est capable d'exporter ses connaissances théoriques et se relever les manches et s'impliquer physiquement, psychologiquement, émotionnellement dans des missions. Donc, en ce sens-là, définitivement, je vois un parallèle avec moi. Moi, mes missions sont moins tangibles. Comme par exemple, évidemment, ce sont des missions très tangibles que Indiana Jones recherche à aller capturer un vase en particulier. Donc, c'est physique hein, et c'est facilement identifiable dans des films, dans le show business. Mais moi, je cherche des choses qui sont intangibles. Ma mission, c'est de trouver des secrets, mais ce sont des secrets, je dirais, peut-être plus abstraits. C'est dans l'esprit des gens, c'est dans la psychologie. Donc, c'est plus difficile à représenter, mais c'est la même mission à quelque part. C'est aller dans des endroits où les gens n'ont pas envie d'aller nécessairement pour aller creuser, où les gens n'ont pas nécessairement creusé et découvrir des choses. Et pour moi, ça revient à un dialogue. Pour revenir à ta question, c'est quoi l'art? L'art, c'est définitivement ce qui nous pousse à avoir des dialogues ensemble. Pourquoi passer du temps? Mettons, toi et moi, en ce moment, on peut dire, oh, ouais, on fait un podcast. Oui, mais le podcast, c'est le média qu'on utilise, mais pour avoir une discussion, pour aller trouver quelque chose qui n'était pas là avant la communication. Puis ces choses-là, mais on les a pas inventées, sont à quelque part dans moi, puis à quelque part dans toi. Puis, et si on collabore bien, si les mécanismes sont bons, non seulement il y a une relation qui va prendre de la force, mais il va y avoir des découvertes aussi. Donc, ces découvertes-là, ces fameuses pépites d'or-là, émergent dans des conditions particulières. Et c'est encore là, pour revenir avec la métaphore d'Indiana Jones, mais Indiana Jones ne peut jamais découvrir quelque chose sans qu'il ait résolu une énigme.
C'est exactement ça, le but d'un dialogue. Il y a des énigmes en cours de dialogue à chaque tour de parole. Et la question, c'est comment on déchiffre ces énigmes-là. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Oui, comment on défait les nœuds pour petit à petit se retrouver avec 2 cordes et voir vers où elles nous mènent. Exactement. Et d'ailleurs, quelles sont les principales idées reçues à propos de la communication? Par exemple, tu dis dans le livre qu'on va confondre les habiletés communicationnelles avec la personnalité, ou qu'on a tendance à croire qu'on n'a pas besoin de stratégie justement pour communiquer. Or, tu le disais là encore, il faut les outils, il faut savoir ce qu'on attend de la communication. Donc, c'est quoi les principales idées reçues sur la communication? Juste pour comprendre ta question, quand tu dis les idées reçues, qu'est-ce que tu veux dire? C'est les fausses idées qu'on peut se faire. Ah, OK, les mythes. Oui, un les peu mythes. les mythes. OK, Ouais, d'accord. Premièrement, un fort biais d'associer systématiquement les habiletés de communication avec la simple expression. C'est-à-dire, une personne qui est bonne en communication interpersonnelle, c'est systématiquement une personne qui va s'exprimer beaucoup, pas nécessairement, d'une part. Une personne qui est bonne en communication, c'est une personne qui utilise les bons mots, par exemple. On a cette idée-là de perfection du langage verbal, d'accès rapide au langage verbal. Une personne qui est associée à des bonnes habiletés de communication est associée à une personne qui hésite peu lorsqu'il répond ou elle répond. Il y a peu de temps mort, il y a peu de silence. Elle montre une espèce de façade de compétence qui est reliée beaucoup à l'affluence verbale ou à l'argumentation, ce qui n'a rien à voir avec les compétences sociales. C'est une petite partie, le langage verbal. Et d'après moi, ça, c'est le plus grand problème. Et ça crée de la souffrance. Parce que, il y a différents styles de personnalité. Il y a des gens qui sont plus verbomoteurs que d'autres. Il y a des gens qui sont plus extravertis que d'autres. Ça dépend des 5 traits de personnalité dont on pourra parler plus tard. Mais définitivement, le langage verbal est beaucoup trop mis de l'avant et ça met une pression sur des stratégies implicites comme par exemple convaincre. C'est-à-dire que si tu es bon ou bonne en communication, non seulement tu vas avoir l'accès au langage verbal rapide, mais tu vas être capable de convaincre ton interlocuteur. Mais la question, c'est est-ce que c'est réellement le but, convaincre, ou ça fait seulement diminuer ton anxiété ou un faux semblant de compétence? Est-ce que réellement le fait de convaincre, ça crée ce qu'on va appeler la mobilisation? Est-ce que ça va créer le sens d'un projet commun? Absolument pas. Pas nécessairement, du moins, et encore moins le fait de créer des relations positives. Parce que souvent, la communication et la relation, ce sont des ensembles théoriques qui sont indépendants, tels qu'ils sont classiquement présentés. Mais c'est faux. La relation est une partie intégrante de la communication interpersonnelle ou de l'interaction sociale. Donc, et c'est pour ça, encore une fois, que les mots, c'est un problème, parce que les mots ne sont pas des fonctions relationnelles. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fonctions relationnelles et les fonctions d'interaction sociale, dont le langage verbal fait partie, bien entendu, doit s'inscrire dans une espèce de fonctionnement cohérent ensemble. Oui, c'est vrai qu'on met beaucoup d'attention sur les mots, alors que finalement, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le langage corporel, dans l'inconscient, dans ce qu'on va donner à voir. Et comment on décode ça, justement? À quoi il faut faire attention dans une communication au-delà des mots? Donc, encore là, il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont dire oui, c'est principalement non-verbal, puis ils vont sortir un chiffre là, qui est absolument non appuyé du style 93%. Là, j'entends ça toutes les 2 secondes. C'est 93%. Et là, il y a toutes sortes d'approches. Il y a toutes sortes d'approches de décryptage du langage non-verbal. Ce n'est pas dont il est question présentement, parce que ces méthodes-là d'analyse non-verbale sont essentiellement non fondées ou sont non scientifiques. C'est-à-dire, tu ne peux pas systématiquement associer un comportement avec une étiquette de signification. Donc, tu peux pas convertir un geste avec une catégorie de signification. Par exemple, c'est un peu une caricature, mais c'est quand même ça, c'est quand même un exemple, là. Lorsqu'on se croise les bras, ça veut dire qu'on est fermé. Donc, on associe un comportement stéréotypé avec une étiquette. C'est une sursimplification de la vie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les cerveaux ne fonctionnent pas comme ça. Le fait de se gratter le nez
indique un mensonge. C'est faux de dire ça. Un, c'est non scientifique, puis deux, qu'est-ce que tu veux dire par mensonge? Quelle est la définition du mensonge? Où débute le mensonge? Où débute la vérité? Donc, c'est du n'importe quoi. En gros, c'est n'importe quoi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de langage non-verbal. Il y a un langage non-verbal, mais quelle est la bonne façon de comprendre le langage non-verbal? Mais c'est de faire des associations entre des comportements qui sont observables, qu'on va appeler le langage non-verbal, des comportements corporels, mais la plupart des comportements qui sont réellement pertinents, ce sont des comportements, je dirais, typiquement faciaux ou respiratoires. Donc, là, on est capable de relier des mouvements, c'est-à-dire des comportements, des micro-comportements, avec des fonctions cérébrales. Et ces fonctions cérébrales indiquent des tendances. C'est ce qu'on est capable de faire. Mais c'est pas une association avec, puisqu'une personne regarde en haut et à gauche, ça veut dire qu'elle pense à un souvenir passé imagé. Ça, c'est faux. C'est pas vrai, ça. Parce que, un, ce n'est pas démontrable, puis deux, ça ne représente pas les fonctions cérébrales associées. Par contre, pour revenir à ta question, quels sont les éléments non-verbaux? On le sait qu'il y a des mouvements stéréotypés qui sont oculaires. Il y en a toutes sortes de mouvements oculaires. Et chaque mouvement est relié avec des systèmes neuroanatomiques, des systèmes de neurotransmission, des systèmes émotionnels, des systèmes limbiques. Bon, je donne un exemple. Lorsque les yeux rapidement quittent les yeux de l'interlocuteur, par exemple, toi et moi, on se regarde dans les yeux. Par exemple, si rapidement, je vais aller regarder sur le côté et je vais revenir dans tes yeux. OK? Donc, c'est latéral. OK? Donc, là, évidemment, il n'y a pas de caméra, mais je laisse les gens... Tu me fais depuis tout à l'heure ce petit mouvement de regarder à gauche puis après de recentrer. C'est ça, très rapidement. Donc, il y a 2 mouvements là-dedans. Chaque micro-mouvement comme ça est documenté et relié avec des fonctions en particulier, comme par exemple le fait de m'éloigner de tes yeux. Ça, c'est un processus d'évitement d'anxiété. Donc, ça, c'est de l'évitement. Donc, ça, c'est une saccade, une anti-saccade, en fait. Puisque un mouvement qui ne suit pas une cible en mouvement, qui est un mouvement rapide d'un point A à un point B, comme ça. Donc, le cerveau ne trace pas une cible pour se rendre. Ce n'est pas, on n'est pas en train de suivre, comme par exemple, si on suit un oiseau en plein vol, c'est un système cérébral en charge de suivre un mouvement, suivre un objet en mouvement. Lorsqu'on fait un mouvement rapide, ça, c'est une saccade. Alors, la saccade n'a rien à voir avec tous les autres mouvements. Et là, ça, c'est une anti-saccade. Donc, c'est la fuite d'un point. Si, par exemple, je vais attirer mon attention rapidement sur une cible qui est à ma droite, alors le fait d'aller regarder directement cette cible-là, ça, c'est une saccade. C'est-à-dire que c'est, on appelle un comportement orienté vers un but qui est relié à un système principalement dopaminergique. Donc, juste le fait que notre cerveau et notre attention va aller synchroniser rapidement vers une cible, c'est un système en soi. Mais le fait que, mettons, mes yeux veulent s'éloigner de tes yeux, je fuis tes yeux. Oui. Ce n'est pas une saccade, c'est une anti-saccade. Il n'y a pas de cible derrière. Non, c'est la fuite d'une cible. Donc, ce ne sont même pas les mêmes processus. Puis on parle d'un geste oculaire qui prend environ 30 millisecondes, 40 millisecondes. C'est même pas les mêmes bouts de cerveau, si tu veux. Mais là, par exemple, dans une interaction sociale, puis juste pour que les gens qui nous écoutent puissent se l'imaginer, le fameux regard fuyant, c'est une combinaison des deux. C'est-à-dire une anti-saccade, la fuite de tes yeux, c'est-à-dire l'évitement de ton regard parce que ça crée de l'anxiété, parce que je ne veux pas que tu vois quelque chose dans mes yeux. Mais le fait que si je regarde à l'extérieur, tu vas t'apercevoir que je te regarde pas dans les yeux. Donc, je dois éviter également cette situation-là. Donc, je dois revenir en saccade parce que là, je dois revenir. Donc, et ça se déroule en même pas 80 millisecondes. Je vais t'en faire une, clic, clic, et voilà, c'est fait. 80 millisecondes. Et pourtant, tu l'as vu. Ton cerveau l'a vu. C'est impossible de le cacher. Ça a duré 80 millisecondes et automatiquement, tu en déduis une expérience, c'est-à-dire que tu sens que je suis anxieux. Il y a quelque chose qui me rend anxieux. Ça ne veut pas dire que tu vas lancer la chaise par terre. Mais ton cerveau en tient compte et ça va affecter notre relation. Tu vas te demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est parce que j'ai pas envie de me dévoiler? Est-ce que c'est toi qui me rends inconfortable? C'est parce que pour une autre... Il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut se sentir inconfortable ou anxieux. On ne peut pas le savoir. Mais on sait qu'une anti-saccade avec une saccade, c'est corrélé à l'anxiété.
Et c'est assez pour ça, pour pouvoir avoir des bonnes stratégies de communication. Donc ça, c'est un des multiples signes qu'on peut observer. C'est super intéressant. Et puis, effectivement, là, les auditeurs ne voyaient pas, mais tu m'as vraiment montré les directions d'une saccade, comment on peut... Enfin, effectivement, c'est pas des choses où, quand on va le voir chez un interlocuteur, on va l'intellectualiser, mais quelque part, notre cerveau a une petite lumière peut-être qui va s'allumer, qui Exactement. va dire... On le détecte non consciemment. C'est impossible cacher quelque chose pour le cerveau de notre interlocuteur. Donc, souvent, les gens pensent que si tu dis pas quelque chose verbalement, c'est donc un secret. C'est une information secrète que tu gardes dans ta tête et que tu vas être capable de le cacher de ton interlocuteur. Alors, grande nouvelle, c'est impossible de cacher quoi que ce soit. C'est beaucoup trop puissant, le cerveau, c'est beaucoup trop rapide et on n'a pas le choix. Donc, pour être capable de passer à un autre niveau dans nos communications, il faut être conscient de comment notre cerveau fonctionne parce que sinon, on travaille dans le vide complètement. Et d'ailleurs, toi, donc, tu proposes une nouvelle approche donc, pour passer à ce nouveau stade de la communication et ça repose sur ce que tu appelles la conscience dynamique. Donc, est-ce que tu peux déjà nous présenter un peu cette nouvelle approche et nous expliquer ton concept de conscience dynamique? Oui, bon, premièrement, en toute humilité, ce n'est pas suffisamment avancé scientifiquement pour que je puisse en faire ce qu'on va appeler une théorie. Une théorie, c'est beaucoup plus étoffé que ça scientifiquement. Je dirais plus, et en toute humilité, que c'est un concept ou une idée qui fait sens, qui fait profondément sens, mais c'est pas assez élaboré pour être capable de dire c'est une théorie en bonne et due forme. C'est un concept. Mais je pense que je réussis à l'amener assez bien, de façon assez juste. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la conscience dynamique? Bon, c'est énorme. Ne serait-ce que le mot conscience. Dans quoi on s'embarque? Il y a toutes sortes de façons d'expliquer qu'est-ce que la conscience. Alors, je vais me contenter sur ce qu'on va appeler en cognition le traitement de l'information. C'est-à-dire que lorsque le cerveau il traite l'information visuelle, dépendamment de la longueur d'exposition, c'est-à-dire combien de temps tu observes un phénomène sous tes yeux en termes de millisecondes, ça va être interprété plus ou moins consciemment. En gros, tout ce qui est rapide, une présentation rapide de quelque chose que tu vois là en un clin d'œil, en bas de 100 millisecondes, le cerveau ne le verra pas consciemment. C'est-à-dire que si je te demande verbalement « est-ce que tu as vu telle chose qui t'a apparu en bas de 100 millisecondes », ça va être difficile pour toi de dire « oui, j'ai vu telle chose ». Donc, la conscience n'a pas embarqué parce que ça prend une exposition qui est plus longue. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de traitement de l'information en bas de la barre de 100 millisecondes, donc ce qui est infralaminaire ou subliminal? Non. L'information est traitée à partir de 7 millisecondes. 7 millisecondes, là, tu ne peux absolument rien voir. C'est même pas un flash, il n'y a rien. Mais ton cerveau a réagi. C'est cette vitesse-là de traitement de l'information. Donc, quand on essaie d'analyser le traitement de l'information, il y a un spectre du moins conscient au plus conscient. OK? Bon, ça, c'est une chose dans le traitement de l'information. L'autre chose, c'est tu as des couches cérébrales d'analyse de plus en plus complexes qui vont analyser plus d'informations conscientes. Par exemple, la métacognition, okay, qui est comme un processus cognitif plus complexe. La métacognition, je vais te donner un exemple. Mettons l'attention. Ça, c'est un processus simple dont tu peux être conscient. Tu mets ton attention sur le verre d'eau qui est à côté de toi. Okay? Ton attention est là. Ça, c'est un processus conscient simple. Mais mettons qu'on multiplie la complexité d'un autre processus conscient. C'est-à-dire, si je te demande ton opinion ou ta confiance que tu as en ton attention, c'est-à-dire, je te demande d'analyser ton attention. C'est un processus métacognitif. Donc, tu peux augmenter ta complexité du traitement de niveau de conscience. OK? Alors, même si on augmente le niveau d'analyse, l'enjeu pour moi, le problème théorique, c'est que c'est une analyse de type variable fixe. C'est-à-dire, on analyse une image, un concept, ou même si le concept est plus complexe, c'est un concept qui est comme quelque chose de rigide. Ce sont des représentations mentales, parce que le cerveau a besoin de s'orienter avec des balises dans l'univers. Donc, on a créé des mots, des phrases, des concepts, des images, des idées. Ce sont des variables que je vais appeler fixes. Pourquoi fixe? Parce que ces variables-là n'existent pas dans l'univers. L'univers est composé de forces et de mouvements qui s'entrechoquent. L'univers n'est pas composé de mots. Ça n'existe pas des mots. Les concepts qu'on a construits, ça n'existe pas. Ce sont des projections mentales
dont on a besoin pour s'orienter dans un néant d'informations et de force. Donc, ça prend un peu, je compare ça un petit peu comme des bouées sur l'océan. Donc, on veut naviguer sur l'océan qui est infini. Comment on fait? Ben, ça prend des balises d'orientation. Donc, on met des bouées. Mais les bouées, ce n'est pas l'océan. C'est quelque chose d'artificiel que tu poses sur l'océan. Et là, on a des points de repère pour être en mouvement à travers les bouées et bien naviguer. Les idées, les projections mentales, les concepts, ce sont des bouées mentales. OK. Maintenant, la conscience dynamique, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un processus cognitif conscient qui permette non seulement de repérer des bouées, mais un autre concept qui permet d'analyser le mouvement en temps réel. Et il semble qu'on ait de la difficulté à le nommer scientifiquement parlant. Donc, il y a des processus mentaux qu'on va appeler, par exemple, des processus exécutifs qui servent la planification. Et certains cognitivistes vont dire, oui, mais ça, ce sont des fonctions exécutives. Oui, mais ce sont des fonctions exécutives qui créent des étapes, par exemple. Parce que quand on fait de la planification, tu dois atteindre un but, et il y a les étapes 1, 2, 3, 4, 5, donc tu dois organiser une séquence d'actions. OK, c'est vrai. Mais ce que je veux mettre de l'avant, c'est ce qui manque, c'est, par exemple, comment on fait pour sentir en deux personnes qu'on s'en va dans la bonne direction dans notre communication? Comment on fait pour sentir consciemment qu'on a le sentiment qu'il y a plus d'énergie entre nous deux, que la conversation progresse, que la conversation s'oriente vers un but? Ça prend des processus qui organisent ces mouvements-là, qui ne sont pas des mots. Et donc, il y a, selon moi, la nécessité de se pencher sur un concept ou un traitement de l'information, c'est-à-dire l'information de mouvement. Et c'est la conscience dynamique que j'ai voulu nommer par ce concept-là. Et du coup, par le processus de conscience dynamique, tu expliques que aussi c'est important d'avoir un but précis à une conversation. Oui. De savoir que au moment où on va discuter, on tend vers quelque chose. Pourquoi c'est important d'avoir ce but rapidement? C'est parce que c'est difficile pour les humains de s'orienter dans un univers flou. Autant dans l'espace, autant les gens pourraient dire « Ah, c'est super, je suis dans l'espace, je suis libre ». Est-ce que les humains veulent cette liberté-là? Non. On veut l'autonomie, oui, mais on veut que nos mouvements aient un sens, donc ce que j'appelle une directionnalité. Alors, la directionnalité ou l'organisation d'un mouvement doit passer par une certaine vectorialité, c'est-à-dire une orientation vers un but. Donc, comment tu crées des lignes ou comment tu converges cette énergie-là dans l'univers, ça prend une balise qui est un point de repère central et c'est ce qu'on appelle des objectifs ou des buts. Donc, les humains, ce sont des machines à atteindre des buts et tout le système cérébral est conçu pour renforcer le mouvement vers un but. Donc, pour moi, c'est absolument logique et adapté que si on veut créer plus d'énergie, créer plus de mouvement, de directionnalité, ça prend une espèce de balise virtuelle, je l'accorde, c'est virtuel, qui est une excuse d'orientation pour être capable de créer un sens, quelque chose qui est clair, une direction commune. Et dans ton livre, tu expliques que les relations sont une question de survie, même si on s'en rend pas toujours compte au quotidien. Toi, par le biais de tes voyages, tu as su en faire l'expérience. Tu dis toi-même que lorsque tu es parti à la rencontre de certaines tribus autochtones, tu devais jamais oublier que dans ce type d'aventure, ta survie ne dépendait pas de ta capacité à te nourrir, de ta force, de ton endurance physique ou de ta capacité à te défendre, mais bien de tes relations avec les membres de cette tribu, enfin des tribus que tu as visitées. Est-ce que tu peux nous donner une petite anecdote où, à un moment donné, la communication a été essentielle à ta survie? En fait, ça, pour moi, ça concerne à quoi sert le travail d'équipe? Ça sert à bénéficier des connaissances que d'autres cerveaux ont et que toi, tu n'as pas et on n'a pas le temps d'avoir toutes ces connaissances-là avec 100 ans de vie parce qu'on a une vie terrestre assez courte. Donc, comment on fait pour essayer de profiter de plus de connaissances possibles, de variables et de stratégies, mais il faut accéder à d'autres ressources d'information. Ça veut dire qu'il faut travailler en équipe, il faut travailler en réseau. Tout le truc est basé sur l'équipe. Donc, à chaque fois que je m'en vais que je vais dans une nouvelle jungle, un nouveau territoire, je ne peux pas prendre pour acquis que je suis un expert de ce territoire-là. Je ne suis pas l'expert de ce territoire-là. Par contre, il y a des gens qui sont experts de ce territoire-là. Donc, comment je fais pour profiter de l'expertise des autres? Je dois créer des relations. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on est capable de contribuer ou de collaborer dans une société ou dans un groupe. Pour moi, c'est pas une question de moi qui va seulement dans une tribu. C'est une question de société en général.
personne a une vie et une expertise qui est précise. Et l'idée, c'est de contribuer ensemble pour des objectifs communs. Donc, ce qui donne cet accès-là, c'est la relation. Donc, c'est pour ça que c'est fondamental pour survivre, que ce soit dans des tribus ou aujourd'hui, dans notre société moderne, qui est de plus en plus individualiste, ce qui nous donne l'impression que nous n'avons pas besoin des autres. C'est une grossière illusion qui, en fait, qui est accompagnée du symptôme de dépression, d'anxiété qui augmente beaucoup. Parce qu'on n'est pas capable justement au final de collaborer en étant en relation et on n'a pas les fameux outils. Tu l'expliques assez bien dans ton livre, je le disais hors antenne, par l'analogie avec le sport, en disant que vraiment il faut avoir en tête qu'on a besoin d'outils pour réussir à construire des relations et des communications qui soient percutantes et qui aient un sens finalement. Absolument, absolument. Eh bien, écoute, merci infiniment, Guillaume, pour ces passionnants éclairages sur la communication interpersonnelle. Chers auditeurs, je vous invite dorénavant à vous armer d'un bon fluo et à lire attentivement « Je suis un chercheur d'or » paru aux éditions de l'Homme le 10 mars, donc ça fait pas très longtemps. On peut aussi retrouver tes enseignements sur ta chaîne YouTube, Guillaume Dulude, et pour plus d'informations sur ton site internet communicationpsycom.com. À bientôt et merci encore pour ce moment. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram @grainesdemétamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.